La science CQFD, Natacha Triou. On termine notre semaine spéciale quantique avec une pépite de la pop culture inspirée par le mystère de la physique quantique, une série finalement assez atypique dans le genre de la SF, Code Quantum. Si vous êtes né après la chute du mur, il est possible que vous ne connaissiez pas cette série culte en 5 saisons et 96 épisodes. Cela fait pile 30 ans que M6 a fini de la diffuser. Code Quantum a marqué son époque, avec les aventures du scientifique Sam Beckett, oui, comme l'écrivain, qui teste le voyage temporel et qui s'y perd en passant dans la peau d'un personnage à un autre. Avec lui, on se promène dans l'histoire américaine, mais surtout dans sa mémoire visuelle collective. Oh bravo! Code Quantum, en attendant Sam Beckett. Pierre Brun, bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, directeur de recherche au département de physique des particules du CA et enseignant à l'école des mines de Paris. Avec nous en ligne également Claire Cornillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université de Nîmes, vous vous intéressez notamment au récit, à la fiction et à la sérialité dans les séries TV. Et en duplex de Bordeaux, Patrick Marcel, bonjour. Bonjour Natacha. Vous êtes essayiste, traducteur et vous avez écrit notamment en 95 Code Quantum, itinéraire d'un ange gardien. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation et merci à vous d'être là au rendez-vous devant votre poste, en direct ou à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. Vous pouvez aussi nous suivre sur X, anciennement Twitter, sur notre fil Science CQFD avec notre live tweet qui commence tout de suite. Et vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube. Alors quelle est l'originalité de la science-fiction de cette série ? Sur quel fonctionnement narratif repose-t-elle ? Et que nous disent les lois de la physique sur la possibilité de voyager dans le passé? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence avec Albert Calavici, alias Al, le seul lien entre Sam Beckett et le temps présent. C'est l'épisode 1. Ce que tu vois, c'est un hologramme neurologique. C'est une image que toi seul es capable de voir et d'entendre. Une image créée par l'action subatomique des quarks de carbone qui influent sur mes neurones optiques et auditifs. T'as mis dans le mille, là. Alors... Mais comment je sais ça? Ziggy a très justement mis au point divers scénarios. 5 au total. Ziggy, une espèce de nabo qui a mauvaise haleine? Non, ça c'est Gouchy. C'est lui qui a programmé Ziggy. Ziggy est un ordinateur hybride. Les ordinateurs hybrides et surtout les hologrammes neurologiques n'existent pas en 56. C'est vrai, en théorie. Mais on est en 56. Pour toi sans doute, mais pas pour moi. Et c'est quoi mon nom de famille? Si tu t'en souviens pas, je peux pas te le dire. Non, c'est important. J'ai pas le droit de te le dire, ça vient même en tête de liste avec un double astérisque. Pourquoi? Ça, je peux pas non plus. Alors qu'est-ce que vous avez le droit de me dire? Pas grand-chose, sinon ce que tu sais déjà. Et que tu fais partie d'un programme scientifique pour remonter le temps qui a, pour ainsi dire, déraillé. Pour ainsi dire, déraillé. Comment ça, déraillé? Oui, mais tu es là, ce qui est une grande première, ça peut même te valoir le prix Nobel du voyage dans le temps, tu devrais être fier. Et nous éprouvons quelques difficultés d'ordre technique pour te récupérer. Voilà ce projet Quantum qui consiste en un accélérateur temporel qui permet de voyager dans le temps. Pierre Brun, en tant que physicien, comment est-ce que vous avez regardé cette série ? Alors moi je l'ai regardé déjà en étant enfant, donc j'avais pas encore mon regard de physicien, enfin celui que j'ai aujourd'hui. Ce que ça nous dit, c'est que la science-fiction, ça sert, on en parle tous les jours au labo en fait, dans les laboratoires de physique, ça sert à questionner les limites des modèles, ça sert à mettre sur la table des solutions que l'on a mis de côté et à les questionner. Et donc, quand on regarde ce genre de série, nous, avec notre regard de physicien, on se pose la question, où sont les paradoxes? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est impossible? Qu'est-ce que le scénariste ou le réalisateur a choisi de mettre de côté pour le bien du récit? Et qu'est-ce qu'il a réussi à garder de la physique, de la cohérence? Voilà, on essaye de regarder toutes ces choses-là. Patrick Marcel, votre regard à vous également sur cette série? Pour moi, c'est une série de science-fiction, c'est certain, mais en même temps, ça n'est pas de la science-fiction parce que ce qui intéresse vraiment Don Bellisario, le producteur et le principal moteur de la série, c'est d'avoir des histoires humaines et il aime bien cette idée de voyage dans le temps. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a absolument rien de scientifique. D'ailleurs, on ne sait pas grand-chose sur le fonctionnement de la machine elle-même. On parle d'accélérateur temporel en français. En anglais, c'est un accélérateur de saut quantique.
Est-ce que l'expression saut quantique est employée dans son sens scientifique ou est-ce que c'est juste une image, puisque Sam se déplace par bond d'une époque à l'autre? On ne sait pas. C'est un peu un prétexte. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment une volonté de faire de la science-fiction hardcore. Oui, Claire Cornillon, la recette de Code Quantum, on a une base classique de la SF qui est le voyage dans le temps, mais finalement, c'est quand même une série plutôt atypique dans le genre. Oui, alors, c'est vrai que moi aussi je l'ai découverte en tant qu'enfant, donc ce qui m'a plu, immédiatement dans cette série, c'est justement ce qui est peut-être, atypique dans Code Quantum, c'est-à-dire le côté humain, dont parlait, Patrick Marcel. C'est vraiment, une histoire, d'amitié, notamment entre Sam Beckett et Al Calavici, et c'est une histoire c'est vraiment une histoire d'empathie de quelqu'un qui va aider des gens. C'est ça qui est au cœur du récit et c'est ça, je pense, qui m'a séduit à l'époque, avant même voilà, que je me mette à théoriser le récit sériel bien plus tard dans ma carrière. Mais c'est vraiment une série qui est fondée sur les émotions. Je pense que c'est pour ça qu'elle a marqué autant son public. Mais elle le fait grâce à justement toute une série de procédés sériels et de construction du récit. Oui. Pierre Bras, on peut aussi dire quelque chose déjà tout de suite sur le titre même de la série en anglais, Quantum Leap. Alors Quantum Leap, ça veut dire saut quantique, et il y a plusieurs choses à dire. C'est une série une expression qui n'a pas exactement le même sens en anglais ou en français. En anglais, ça veut dire un saut très brutal, mais on associe souvent ça en anglais à un saut de taille importante. On parle de quantum leap en disant qu'on va faire une avancée importante. En fait, on entend surtout une avancée brutale dans le temps. Et ça évoque le processus de la mesure en physique quantique, qui va être quelque chose que l'on décrit comme étant instantané. Si tant est qu'il puisse exister quelque chose d'instantané, c'est comme ça qu'on le décrit aujourd'hui. Et voilà, ce qui est amusant et qui fait écho à ce qui a été dit avant, c'est que le titre de la série a assez peu à voir avec son contenu. Il n'y a pas grand-chose de quantique dans Code Quantum en dehors du titre et de cette idée de saut. Ça va être plutôt, du point de vue du physicien, une réflexion sur le temps. Et donc le temps, c'est plutôt la relativité, les modèles d'espace-temps, et plus que la physique quantique elle-même. Après, on en parlera peut-être après. Il y a quelques interprétations de la série qui peuvent avoir un vague rapport avec la physique quantique, comme l'interprétation de la mesure par les mondes multiples ou ce genre de choses. On pourra peut-être revenir là-dessus. Voilà, on est tout de suite un peu déceptif, il n'y a pas trop de physique quantique dans Code Quantum, mais ça ne nous empêche pas de faire un peu de vulgarisation sur ces grandes notions scientifiques et physiques, et en effet, on y reviendra dans quelques instants. Mais d'abord, quelques mots, Patrick Marcel, sur la genèse. Parce que cette série donc, a été pensée par Belisario, qui est né en 1935. C'est un producteur qui a marqué l'histoire de la télévision américaine. En 1978, c'est un des producteurs de Battlestar Galactica. Il écrit presque un tiers des épisodes. En 80, il co-crée Magnum. Patrick Marcel, comment lui est venue cette idée? Comment est née la série Code Quantum? Apparemment, il avait envie de faire une série qu'on appelle anthologie. Vous savez, c'est ces séries du genre La quatrième dimension ou Alfred Hitchcock présente, où chaque épisode est une histoire différente. Le problème étant que les producteurs n'aiment pas beaucoup ce genre de série parce qu'il n'y a rien pour fidéliser le spectateur. Donc, il a cherché un lien. Et il l'a plus ou moins trouvé en lisant un livre de Jack Finney qui s'appelle Le voyage de Simon Morley, où le voyage dans le temps s'effectue par des moyens plus ou moins psychologiques. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais... Et c'est ce qui lui a donné cette idée de saut dans le temps qui, en fait, n'ont pas besoin d'une machine à explorer le temps, comme c'est généralement le cas. On a juste un personnage qui saute. Pour la série elle-même, il y a eu pas mal de difficultés à la monter, parce que c'est arrivé à une période où la science-fiction n'était pas forcément tout à fait bien en cours. Il a fini par remporter le morceau en promettant que ça ne ressemblerait pas trop à la science-fiction, ce qui explique justement le caractère un peu hybride de la série. Ironiquement, comme la série n'a jamais vraiment très bien marché. Elle a marché raisonnablement, mais je crois que sa meilleure place dans les classements a été 41e, ce qui n'est pas formidable.
Par contre, ce qui l'a sauvée, c'est que elle plaisait beaucoup aux publicitaires parce qu'elle attirait un créneau de la population qui lui plaisait. Comme en France, on a eu la ménagère de moins de 50 ans. Là-bas, je ne sais plus ce que c'était exactement. Donc ça l'a maintenue, elle a plus ou moins vivoté, elle a survécu à un changement de créneau qui était un peu mortel parce que elle était face à des séries beaucoup plus populaires. Mais heureusement, elle était magnétoscopée, donc ça l'a sauvée. Jusqu'à la 5e saison où, paradoxalement, les producteurs ont demandé à Donald Bellisario de faire plus de science-fiction et de violer un peu les codes de la série qui jusque-là n'avaient pas vraiment rencontré de personnages célèbres. Les personnages sont des gens ordinaires. Et là, dans la dernière saison, on croise Marilyn Monroe, on croise Lee Harvey Oswald. Enfin bon, c'est un peu une tentative de rattrapage qui malheureusement n'a pas fonctionné. Et ça explique, je pense qu'on y reviendra, le dernier épisode qui était prévu pour être un cliffhanger de fin de saison, c'est-à-dire un suspense final, et que Donald Bellisario a dû transformer en fin de la série, même si c'est une fin qui reste en suspens, parce qu'on l'a dit, non, finalement, il n'y aura pas de 6e saison. Oui, Patrick Marcel, on reviendra en effet sur la fin de Code Quantum à la fin de cette émission. Avant ça, Claire Cornillon, cette série a quand même marqué son époque. On peut replacer comment Code Quantum, du côté du format, marque une transition entre les années 80 et les années 90. Oui, alors effectivement, c'est vrai que la fin des années 80, le début des années 90, c'est une période très intéressante à la télévision américaine parce que la forme narrative qui est celle, en fait, justement, de Code Quantum, à savoir des épisodes avec des intrigues bouclées, mais en même temps un certain nombre d'éléments de continuité sur l'ensemble de la série, c'est une forme qui va vraiment devenir dominante à ce moment-là et tout au long des années 90. Et donc, on le voit bien dans Code Quantum, puisque ça va permettre une diversité de types d'épisodes. On va avoir des épisodes qui vont être plus humoristiques, d'autres plus tragiques. On va avoir des épisodes bien évidemment liés aux différentes époques, donc qui vont donner une ambiance différente, mais aussi des références différentes, le film noir, la science-fiction bien sûr, le film de guerre, etc. Donc ça, c'est permis par le fait que chaque épisode a une forme d'autonomie. Et en même temps, il y a un attachement qui se fait progressivement en fait au personnage et à l'histoire parce qu'il y a des éléments de continuité. Bien sûr, le principe même de la série est que Sam Beckett essaye de rentrer chez lui, donc il y a bien un début d'une histoire et ça c'est censé mener à une fin, c'est-à-dire va-t-il rentrer chez lui ou pas. Et donc il y a une espèce de fin retardée comme ça à chacun des épisodes. Et en plus de ça, il y a cette question de la mémoire qu'on voyait bien dans le premier extrait que vous avez passé, où la question de se rappeler de sa propre vie va être vraiment centrale pour Sam Beckett dans la série, mais aussi pour nous, spectateurs et spectatrices, d'accumuler petit à petit un certain nombre d'informations sur le personnage et aussi sur le personnage de Hal, voilà, qui va lui aussi raconter petit à petit sa vie. Alors, le voyage dans le temps n'est-il qu'un pur fantasme et ne sera-t-il jamais possible? Qu'en dit la physique? Allez, on continue de faire des sauts quantiques. Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. Voilà, vous reconnaissez probablement le générique de Code Quantum, puisque nous parlons de cette série tout au long de cette heure en direct sur France Culture avec nos 3 invités du jour, Pierre Brun, Claire Cornillon et Patrick Marcel. Générique d'ailleurs qui a été créé par le compositeur Mike Post. C'est lui aussi qui fait les musiques de Magnum et de l'agence Tourisque. On vient de voir que le pitch... L'idée, pitchée en 81 au nouveau directeur des programmes de la chaîne NBC. Au départ, on est réticent car aucune série sur les voyages dans le temps n'avait tout à fait marché à l'époque. Alors, Pierre Brun, quand on parle de voyage dans le temps, c'est du fantasme, mais c'est l'occasion de parler de 2 choses, les trous noirs et la relativité du temps d'Einstein, 2 choses qui ne sont pas de la science-fiction. Avant de pouvoir y voyager, il est important de le définir. Qu'appelle-t-on le temps ? Alors, le temps pour un physicien, ça va être quelque chose qui permet de rendre compte de l'évolution des phénomènes et on va l'utiliser un peu comme une coordonnée.
de la même façon que dans un plan, on va se repérer avec ce qu'on appellera l'abscisse l'ordonnée ou x, y, ou vous l'appelez comme vous voulez, le temps va être une variable qui va permettre d'ordonner sur un axe ou dans un certain ordre les événements. La physique, elle est construite sur le principe de la causalité. C'est-à-dire que les causes précèdent toujours les effets. Et l'évolution donc, des systèmes physiques dans le temps est toujours liée à cette notion de causalité. La formalisation de la théorie de la relativité par Einstein au début du XXe siècle, c'est en fait une théorie de la causalité, c'est-à-dire comment les événements peuvent être reliés causalement les uns aux autres et quels événements ne peuvent pas être en lien causal les uns avec les autres. Et on va voir que quand on scénarise un film de science-fiction, une série de science-fiction qui traite de voyage dans le temps, il va falloir se poser la question de la causalité. Est-ce qu'on la maintient? Quelle stratégie on a pour la garder ou pour s'en affranchir, enfin pour s'affranchir des paradoxes que ça implique. Pour comprendre le voyage dans le temps, il faut d'abord comprendre que le temps n'existe pas, comme le dit la relativité générale, comme le dit Einstein. Nous vivons en fait dans un cadre géométrique, l'espace-temps, une structure qui est plus compliquée que la simple réunion de l'espace et du temps. Oui, donc le voyage dans le temps, on est en train de l'expérimenter en ce moment même. Nous avançons dans le temps sans avoir de contrôle. La différence avec les autres dimensions spatiales, c'est qu'on est plus ou moins prisonnier de cette augmentation de la variable temporelle. Et ce que l'on a appris avec la relativité, c'est que l'espace et le temps ne sont pas totalement décorrélés. Et en jouant sur notre déplacement dans l'espace, on va pouvoir jouer sur notre déplacement dans le temps. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Et c'est quelque chose qui n'est pas de la science-fiction, qui est de la vraie physique, avec des mesures, des conséquences, des expériences qui ont vérifié tout ça. Il faut imaginer que le déplacement dans le temps et le déplacement dans l'espace, c'est un peu comme des vases communicants. En ce moment, nous nous déplaçons dans le temps et en fait, nous nous déplaçons dans le temps très très rapidement. La raison pour laquelle nous nous déplaçons très rapidement dans le temps, c'est parce que pour mettre à l'échelle notre déplacement dans l'espace et le déplacement dans le temps, il faut multiplier la variable t par c, la vitesse de la lumière, qui se trouve être un nombre très grand. Donc si je veux comparer 1 mètre à un déplacement dans le temps, je vais en fait multiplier 1 seconde par la vitesse de la lumière. Et je vais trouver un nombre très grand, parce que la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde, c'est très grand. Donc en fait, nos déplacements temporels se font de façon très rapide, et c'est autorisé, disons, par le fait que nos déplacements dans l'espace sont lents. Si nos déplacements dans l'espace étaient plus rapides, alors par ce jeu de vases communicants dont je parlais, nos déplacements dans le temps seraient plus lents. On ne peut pas être à la fois rapide dans l'espace et à la fois rapide dans le temps. Ça doit se compenser. Une conséquence de ça, c'est que si j'envoie une horloge se déplacer à une vitesse très élevée et que je la ramène ensuite à la maison, le temps qui se sera écoulé sur cette horloge-là sera moins grand que le temps qui s'est écoulé à la maison. Ça, c'est la relativité du temps. C'est vérifié par une foultitude de résultats expérimentaux et d'observations. Donc, voilà, une première remarque sur le fait que le temps est relatif et on peut jouer sur notre vitesse de voyage dans le temps. On ne peut pas encore revenir en arrière, mais on peut déjà jouer comme ça sur notre vitesse de voyage dans le temps. Et puis il y a aussi l'ami d'Einstein, le physicien français Paul Langevin en 1911, qui proposait cette expérience de pensée, dans laquelle il met aussi donc en évidence ce dont on parle, les effets de la relativité restreinte, c'est-à-dire le temps s'écoule plus lentement dans un objet en mouvement, c'est ce fameux paradoxe des jumeaux. Oui, alors le paradoxe des jumeaux, pour le décrire complètement, il faut rajouter un petit ingrédient. Langevin faisait remarquer que l'allongement relatif du temps semble être, disons, pas le même selon le jumeau qu'on regarde. Autrement dit, si j'envoie un jumeau dans l'espace très rapide, ensuite il revient, c'est le jumeau qui a été dans l'espace qui va être plus jeune, alors que si je me mets à la place du jumeau qui a été dans l'espace, c'est celui qui est resté sur Terre qui semble avoir été
déplacer plus rapidement, et donc ils ne peuvent pas être à la fois plus jeunes tous les deux. Donc le paradoxe, il est plutôt dans la réciprocité de l'effet. Mais ça a été résolu. En fait, c'est très simple. Il y a un des deux jumeaux qui va subir des forces d'accélération et pas l'autre. Pour atteindre une vitesse, faire demi-tour et revenir, il y en a un qui va avoir toutes les assiettes dans son vaisselier qui vont se retrouver par terre et l'autre non. Donc l'asymétrie entre les deux jumeaux, elle est là. Alors voilà pour ce qui est des échelles relatives sur ces notions de temps. Maintenant, que nous faudrait-il pour voyager dans le temps? On arrive à la question des trous noirs et puis aussi surtout, enfin, ça c'est avéré, ça colle avec la théorie, on connaît l'existence de trous noirs, on a même des photos. Et puis on arrive aussi avec ce concept très théorique, très hypothétique du trou de verre. Alors le trou de verre, c'est une solution des équations d'Einstein. Et en physique, on a très souvent des solutions que l'on ne garde pas parce qu'on les appelle non physiques. J'en sais rien, on va avoir la solution d'une équation de chute libre avec une solution où ça tombe, une solution où ça remonte. On dit, bon, bah, ça remonte, ça ne correspond pas à la réalité, on met ça à la poubelle et on garde la solution où ça tombe. Quand on fait de la science-fiction ou qu'on essaye de réfléchir à des trucs un peu délirants comme ça, on se pose souvent la question de « et si j'avais gardé la solution que j'ai mise à la poubelle, qu'est-ce que ça aurait comme implication ?» Dans le cas des trous noirs, on peut écrire mathématiquement une embouchure de sortie du trou noir, si vous voulez, et on peut inventer, si ça nous chante, que cette embouchure va se situer dans un lieu très lointain de l'univers. Ça fait ce qu'on appelle un trou de verre. C'est un trou de verre comme un ver de terre, hein, donc c'est vraiment un espèce de tunnel dans l'espace-temps qui va nous permettre de voyager sur des distances qui ne seraient pas permises habituellement. L'image qu'on fait très souvent, c'est qu'on prend une feuille de papier, on la plie en deux, on fait un trou avec le crayon, et puis on voit que si on passe par le trou du crayon, on n'a pas eu à parcourir toute la graduation du papier. Et donc un trou de verre, c'est un petit peu ça. Et ça existe comme solution des équations d'Einstein. Et ça permet d'offrir une espèce de recette plausible pour la construction d'une machine à voyager dans le temps, en utilisant le phénomène dont j'ai parlé juste avant, qui est la relativité du taux d'écoulement du temps en fonction des observateurs. On peut imaginer que l'on construise un trou de verre avec deux embouchures qui donnent à peu près dans la même pièce. Et une des deux embouchures, je peux la faire se déplacer très rapidement. Donc je vais décaler le temps à la sortie et au départ et à l'entrée de mon tunnel. Et comme ça, comme le temps se sera écoulé plus lentement dans la sortie de mon tunnel, si je rentre dedans, je vais ressortir au même endroit ou pas très loin, mais dans le passé. Voilà. Donc ça, c'est une idée pour construire une machine à voyager dans le temps. Avec quand même le bémol légèrement ennuyeux que d'une part, les trous noirs conventionnels, disons avec la matière dont vous et moi sommes faits, ne sont pas traversables. C'est-à-dire que si on avance à l'intérieur, le trou de verre va se refermer automatiquement avant de disparaître. Et ça, c'est une conséquence du fait qu'on a imposer la causalité à notre théorie. Donc, on peut, ceci dit, inventer des trous de verre traversables, qui sont des exercices que les physiciens ont faits, mais qui sont vraiment purement pour la science-fiction, hein, pour l'exercice, pour rigoler, quoi. Et donc, ces trous de verre traversables demandent l'utilisation d'un type de matière très spéciale, qui a ce qu'on appelle une équation d'état avec une pression négative. Et cette matière très spéciale, c'est ce dont on pense que constitue la fameuse énergie noire dans l'univers, dont on sait très peu de choses. Mais bon, voilà, à supposer qu'on ait un pot de peinture avec de l'énergie noire et un trou de verre à disposition, et on pourrait peindre l'intérieur du trou de verre, stabiliser notre trou de verre, pouvoir passer à travers. Et on aurait enfin la réponse à comment sont résolus tous les paradoxes liés au voyage temporel. On aura en quelque sorte une véritable recette pour voyager dans le temps. Alors on voyage perpétuellement dans le futur, mais que disent les lois de la physique sur la possibilité de voyager dans le passé? Quels sont les paradoxes qui seraient engendrés par un tel retour en arrière? Là, c'est différent. Pas du tout. La seule différence qui existe, c'est que cette fois, c'est toi que ça touche. Exactement.
Écoute, Al, je passe mon temps à remettre en place ce que Dieu, la foi ou le temps ou je ne sais pas quoi encore me charge de remettre en place en me faisant changer d'époque. Pourquoi? Parce que tu as ton côté boy scout qui ressort, Sam. Ah. Et aussi parce qu'avec un peu de chance, un de ces sauts dans le temps pourra être celui du retour à la maison. Je suis à la maison. Non, ici, Si, c'est pas... si. Mais oui, c'était peut-être le cas en 69, mais toi, tu n'es pas en 69. Maintenant, si. Al. Je me dis que c'est une récompense. Oui, tu as peut-être raison, mais Ziggy, dès qu'il y a 94,3% Je me fiche pas mal de ce que peut raconter cet de ordinateur chance que tu- débile. Je peux sauver la vie de mon père, je peux sauver la vie de mon frère et changer celle de ma sœur pour une meilleure. Qu'est-ce que tu ferais, toi, à ma place? Alors moi, ça m'a fait penser à Stephen Hawking qui disait que c'était pas possible de voyager dans le passé, que ça engendrait trop de problèmes. Et ça évoque en effet le paradoxe du grand-père. Si j'ai 50 ans et que je retourne tuer mon grand-père dans sa version jeune, je n'existe donc pas. Et je ne peux donc plus être là à 50 ans pour tuer mon grand-père. Alors là, on en revient à la physique quantique parce qu'en physique quantique, on peut avoir la superposition de différents états simultanés. Et donc effectivement, on crée une espèce de boucle logique avec... donc je vais refaire une portion d'univers dans laquelle mon grand-père est mort, je n'existe pas, et puis une version d'univers dans laquelle je n'ai pas tué mon grand-père et donc j'existe. Et en fait, ces deux situations peuvent se boucler l'une après l'autre et exister dans une espèce de superposition. Donc là, on revient quand même à l'idée de physique quantique, de superposition d'états et tout ça. Ce que cela souligne, en fait, c'est que le problème du voyage temporel, c'est le problème de la causalité. C'est-à-dire que on risque de générer des événements pour lesquels les conséquences précèdent les causes, et ça met à mal toute la construction de la physique qui est vraiment construite sur le principe de la causalité. Patrick Marcel, ce qu'on voit également dans ces 5 saisons, c'est qu'on voit que Sam voyage uniquement dans les années de sa propre ligne de vie, c'est-à-dire entre sa date de naissance en 1953 et 1999, année du premier saut dans le temps. Oui, en fait, c'est même pire que ça, puisqu'il y a 2 épisodes qui se passent avant sa naissance, mais qui doivent se passer pendant la gestation de sa mère. Donc, c'est vraiment pendant son existence. Je ne sais pas exactement quel est le point de début, mais enfin bon, on ne va pas rentrer dans ces considérations. Alors, à la base, je pense que c'est une considération pratique. Ça permettait d'avoir des voyages dans le temps qui soient assez raisonnables pour que le spectateur puisse y croire, qu'il n'y ait pas des voyages comme dans une série précédente qui s'appelait le Time Tunnel, où les gens voyageaient à travers le temps et se retrouvaient avec des dinosaures, avec l'armée romaine, etc. Ici, on reste effectivement dans un cadre qui permet de rester à la fois dans le crédible, tout en étant suffisamment exotique pour qu'on puisse faire des histoires qui sont aussi des rappels de l'histoire. Pierre Brun, ce qu'on voit, c'est qu'il n'est pas possible de remonter dans le passé à un moment antérieur à celui de la création du tunnel. C'est aussi ça. Alors ça, c'est rigolo. Voilà, Ouais. on ne sait pas ce qu'est la machine à voyager dans le temps dans Code Quantum, mais avec la recette que je vous ai donnée avant, il est impossible de remonter dans le passé antérieur à la création de la machine. Donc là, je ne sais pas, est-ce que ça suggère que Sam est lui-même la machine à remonter dans le temps? En tout cas, ça fait écho à cette limitation de la recette que je vous ai donnée là. Et on parlait également, vous évoquiez tout à l'heure les mondes parallèles. Il y a des interprétations de la physique quantique. On l'a vu dans notre émission d'hier. Il y en a eu moult. Il y en a une dont on n'a pas parlé d'ailleurs. C'est l'interprétation, celle des mondes parallèles de Hugh Everett, qui est formulée dans les années 50. Ça, Pierre Brun, les auteurs de la série sont peut-être un peu inspirés de ces interprétations-là. Oui, donc cette interprétation, elle est considérée comme assez farfelue par la plupart des physiciens, mais elle a eu beaucoup d'écho, et je pense parce que justement ça fait un petit peu rêver, ça permet d'inventer des scénarios de science-fiction. L'idée étant que quand on mesure un système quantique, en fait, on bifurque d'un univers à l'autre. Donc les gens qui refusent un peu cette idée que la mesure en physique quantique est totalement aléatoire maintiennent avec cette interprétation-là l'idée que en fait, les deux possibilités restent réelles, mais bifurquent dans 2 univers qui perdent le lien causal l'un avec l'autre.
Alors, il faut voir que c'est une interprétation, hein, c'est une image, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune expérience, aucune observation qui permet de vérifier ça. Simplement, c'est très pratique pour les scénaristes qui font de l'étude du voyage dans le temps, parce qu'il y a typiquement 2 grandes méthodes pour résoudre les paradoxes de voyage dans le temps dans les scénarios de science-fiction. Il y a la possibilité de faire des univers parallèles. Ça, c'est la fameuse scène dans Retour vers le futur où on voit Doc Brown dessiner une ligne temporelle sur un tableau et expliquer à Marty McFly qu'en retournant dans le passé et en changeant, il a changé de ligne temporelle et il se retrouve dans un univers parallèle. Et donc, quand il revient dans le présent, c'est plus le même présent que celui qu'il a quitté au début du film. Donc ça, c'est l'idée que quand on va changer quelque chose dans le passé, on va passer dans un univers parallèle. Il me semble que dans Code Quantum, ils évitent un petit peu le sujet parce que ça, les autres invités vont pouvoir préciser, mais il me semble qu'en dehors de quelques exemples où justement il y a des personnages historiques, on ne peut pas vérifier que l'histoire, au sens grand H, la grande histoire, a été modifiée par Sam Beckett, me semble-t-il. On va me corriger si je dis des bêtises, mais voilà, ce sont des personnages qui ont une existence qui n'a pas d'importance très grande au niveau de l'histoire. Et donc, on ne peut pas vérifier si on est dans un univers parallèle ou pas, d'accord, si l'influence des actes de Sam Beckett dans le passé a changé le présent ou pas. Et l'autre solution que les scénaristes ont trouvée, c'est de faire des boucles auto-cohérentes où les personnages modifient le passé, et c'est en raison du fait qu'ils ont modifié le passé que le présent est modifié. Donc ça, il y a plein d'exemples. Par exemple, dans Interstellar, le protagoniste, c'est lui qui donne le message à sa fille au début, et on comprend à la fin que c'est lui qui l'a donné au début. Et ça fait une boucle temporelle complètement cohérente et causale. Il y a le premier épisode de Terminator, le film Tenet de Nolan aussi, où il y a une logique et une boucle comme ça logique. Ce que l'on perd en faisant ça, c'est une forme de libre arbitre des personnages. C'est-à-dire que soit on garde, soit on reste dans un univers qui est cohérent avec la causalité dans une espèce de boucle temporelle. Mais à ce moment-là, on peut se poser la question de si les personnages ont vraiment du libre arbitre. Parce qu'en fait, s'ils font autre chose, et ben, ça ne marche plus. Et ça... C'est comme dans l'Armée des 12 singes, où il essaye de changer le passé, et ça ne marche pas, il ne peut jamais changer le passé. Ou alors, on passe dans des univers parallèles, et à ce moment-là, les personnages ont toujours leur libre arbitre, mais on évite le paradoxe par le fait d'avoir bifurqué dans un autre univers. Vous évoquiez l'histoire avec un grand H. Justement, quel regard la série pose sur l'histoire américaine? Restez avec nous, on aborde cette question, mais après un petit voyage dans le temps en musique. There'll be a
The Hollies Time Machine, car nous parlons de voyage dans le temps avec Code Quantum. On en parle avec nos 3 invités du jour. Pierre Brun, physicien, directeur de recherche au département de physique des particules du CEA et enseignant à l'école des mines de Paris, avec Claire Cornillon, maître de conférence à l'université de Nîmes, et Patrick Marcel, essayiste et traducteur. Nous venons de parler de ce fantasme scientifique du voyage temporel qui a tant inspiré la science-fiction. On a vu que c'est en 89 que la série télévisée Code Quantum de Bellisario est diffusée sur le petit écran, avec comme thématique principale donc le voyage dans le temps, un prétexte pour explorer le maximum de lieux, de situations et d'époques de l'histoire américaine entre 1953 et 1999. Claire Cornillon, on peut dire que la ligne de vie de Sam, c'est une période très riche pour l'histoire des États-Unis. Oui, tout à fait. Alors, évidemment, les années 50 aux années 80, ça donne une possibilité très grande de raconter des histoires, et c'est ça qui va devenir central, comme on vient de le dire. En fait, il y a quand même un glissement. C'est pas tellement effectivement la question du voyage dans le temps en termes techniques et scientifiques qui va être interrogée par la série, mais très rapidement, comme on l'a entendu d'ailleurs dans l'extrait juste avant, la question de savoir pourquoi Sam est atterri à tel endroit à tel moment. Et très rapidement, il y a l'hypothèse qui est faite qu'il y a une force, en fait, Dieu, le temps, etc., et qu'il y a une volonté, et que donc il y a une mission, et il y a toute une série d'enjeux qui vont découler de ça. Et effectivement, les missions de Sam sont très peu liées à la grande histoire. C'est-à-dire, elles sont toutes liées à la grande histoire, mais dans leurs conséquences sur des personnes individuelles. Et donc, Sam ne change pas vraiment la grande histoire telle qu'on la connaît, sauf sur des tout petits points, généralement de détails. Il y a quelques exceptions, mais c'est vraiment rare. Et généralement, Sam est là pour aider une personne dans sa vie particulière, mais chaque personne est ancrée évidemment dans un contexte social, historique, culturel, qui va permettre de pouvoir présenter un aspect de l'histoire américaine. Oui, c'est ça, Patrick Marcel. On voit, on voit que c'est pas tant la grande histoire qui est au cœur de Code Quantum, mais en effet les petites histoires individuelles des personnages que l'on croise au gré des épisodes. Mais malgré tout, vous écrivez que dans chaque épisode, il y a quasiment toujours ce qu'on appelle, je vous cite, un frôlement de l'histoire. Oui, c'est-à-dire que il y a 2 sortes d'interventions de Sam, c'est celle qu'évoquait Pierre Brun, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la boucle, il influence des gens, et en fait il est à l'origine de choses que nous connaissons de ces gens. C'est-à-dire que le frôlement de l'histoire, c'est qu'il croise des gens, il fait une remarque innocente, et il s'aperçoit qu'il a suggéré des histoires au jeune Stephen King. Il est dans un taxi et il discute avec des hommes d'affaires avec un enfant qui sont en train de se rendre à un rendez-vous. Et puis il dit que il se trouve dans Manhattan et qu'il verrait bien là, dans quelques années, une grande tour de verre. Et le petit Donald Trump se dit qu'il va commencer à travailler dans l'immobilier. Il y a des choses comme ça. Il apprend le moonwalk à Michael Jackson. Il déclenche le blackout de 1967. Il est à l'origine de tout un tas de petites choses qui, effectivement, restent des détails et n'influent pas sur la grande histoire. Par contre, il modifie le temps. Ça, on en est sûr, parce que déjà, à la base, sa théorie de voyage dans le temps se fait dans le but de rectifier les erreurs du passé. Ça, c'est presque son ordre de mission, dès le départ. Mais en plus, on a vu, alors effectivement, c'est surtout visible avec les personnages célèbres, c'est-à-dire qu'il donne 2 années de plus à Marilyn Monroe, qui devait, dans l'histoire avant l'intervention de Sam Beckett, mourir en 1960. Elle mourra en 1962. Et il sauve la vie de Jackie Kennedy à Dallas lors de l'attentat, parce que dans son histoire à lui, elle mourrait en même temps que John Fitzgerald Kennedy. Et on voit ça également dans la trajectoire des personnages principaux, Hal et Sam, parce qu'ils ne sont plus les mêmes à la fin de la série, parce que le côté érotomane d'Hal, par exemple, est très rapidement présenté comme résultant d'un chagrin qu'il a eu. Il a sa femme qu'il adorait, l'a cru mort au Vietnam et s'est remarié, et
il s'est jamais remis de cette perte et est devenu l'espèce de Casanova tout le temps en train de faire des blagues grivoises. Et à la fin de la série, dans le dernier épisode, Sam fait un dernier bond et il persuade sa femme d'attendre son retour parce qu'il est prisonnier au Vietnam. Et on apprend que, quelque part, Hal est guéri. Il a une vie de famille heureuse, il a plein d'enfants, enfin bon, il est tout à fait guéri. Pareil pour Sam, qui a fait son possible pour aider sa famille. Donc, il influence, il change l'histoire. Hal, le barman, d'ailleurs, ce personnage mystérieux qu'on voit dans le dernier épisode, explique que il n'a pas seulement changé la vie de quelques personnages. En changeant la vie de quelques personnages, il y a eu un effet cumulatif. Ça fait un effet de boule de neige qui a changé, qui a rendu beaucoup plus heureux beaucoup plus de gens. C'est très optimiste, mais son intervention, quelque part, est aussi à l'échelle mondiale, de l'histoire mondiale. À propos d'histoire mondiale, vous évoquiez à l'instant le Vietnam. Claire Cornillon, il faut dire aussi que le Vietnam, ça fait partie des thèmes qu'on retrouve très couramment tout au long des épisodes, enfin tout au long des saisons. Oui, tout à fait. Alors il y a plusieurs guerres, hein, qui sont évoquées tout au long de la série, mais le Vietnam revient souvent. Évidemment, c'est un grand traumatisme de l'histoire américaine, et qui a une actualité dans la vie des gens, évidemment, encore très forte dans les années 80 quand commence la série. Et d'ailleurs, en fait, la guerre du Vietnam est beaucoup traitée sur le mode du traumatisme, du souvenir, de la difficulté, en fait, à continuer sa vie après ce qu'on a vécu. Donc, beaucoup de vétérans du Vietnam dans de nombreux épisodes. Et de toute façon, Hal, comme on vient de le dire, est lui-même un vétéran du Vietnam. Il vit justement avec le souvenir de ce qu'il a vécu à ce moment-là. Donc c'est quelque chose qui est très récurrent, cette trace en fait de la guerre et ce que ça a impliqué à tous les niveaux de la population pour ceux qui l'ont vécu sur place, mais aussi pour les autres en fait. C'est un thème récurrent vraiment de la série. Et puis, typiquement dans la famille de Sam, tout le monde fait la guerre. Belisario, c'est un producteur qui est très patriote. On voit ces valeurs américaines typiques qui transparaissent. Il faut dire aussi, Claire Cornillon, qu'on retrouve toute l'imagerie classique de la guerre du Vietnam aussi. On reprend des gros motifs dans la série Code Quantum. Oui, alors ça, c'est caractéristique en fait de la série parce que c'est non seulement une exploration de l'histoire, mais c'est en fait une exploration de l'histoire des images en fait. Et on le voit très très bien dans le générique, puisque le générique est un mélange d'images de la série et puis d'images iconiques de ces périodes-là de l'histoire américaine, donc des photographies qu'on connaît de personnes célèbres ou moins célèbres, mais qui représentent certains moments de l'histoire dans l'imaginaire collectif. Et la série va jouer beaucoup là-dessus, donc notamment les épisodes sur le Vietnam autour du frère de Sam reprennent toute l'imagerie des grands films sur le Vietnam, Apocalypse Now, Platoon, Deer Hunter. On retrouve vraiment tous ces éléments-là. Et c'est pas quelque chose qu'on retrouve uniquement sur la guerre du Vietnam. Hein. Vraiment, la série revisite, on peut dire, la télévision américaine, le cinéma américain, la photographie, enfin, tout cet imaginaire iconique d'images des années 50 aux années 80. La série, on l'a dit, aborde de nombreuses questions. La question des droits civiques, la place des Afro-Américains, la place des femmes dans la société. Mais Sam donc n'agit jamais sur l'histoire avec un grand H. Il est seulement là pour aider une personne lambda. Là, on peut aussi dire, Claire Cornillon, la question centrale de l'empathie dans cette série. Oui, alors la force en fait de cette série, c'est le fait que Sam Beckett en fait expérimente des situations très diverses qu'il n'aurait évidemment pas expérimenté s'il avait vécu uniquement sa propre vie. Et par ce biais, il fait évidemment expérimenter aux spectateurs et spectatrices, là aussi, cette multitude d'expériences. Donc, c'est vraiment cette empathie, d'autant que la structure narrative s'y prête particulièrement, puisque Sam Beckett arrive toujours in medias res, c'est-à-dire il est toujours plongé dans une situation dont il n'a aucune idée, et il est obligé de l'expérimenter vraiment sensoriellement, par ses émotions directement, et ensuite d'essayer de comprendre dans quel contexte il est. Et donc, cette structure même, elle amène les spectateurs et les spectatrices à faire la même démarche, d'essayer de comprendre quel est le contexte de la personne et pourquoi cette personne vit cette chose de cette façon-là, en fait. Patrick Marcel, Sam va aussi se retrouver à jouer pas mal de rôles surprenants à l'époque.
Oui, tout à fait. Bon, alors déjà, assez rapidement, il devient noir. Il voit la discrimination raciale au début des années 60, au moment des droits civiques. Il va se retrouver également en femme, ce qui est assez dérangeant et assez traumatisant pour lui, puisque c'est un jeune Américain blanc tout à fait normal, et donc il se retrouve à devoir vivre des expériences qui le gênent beaucoup, ce qui fait une partie de l'humour de la série. Ça va être très compliqué. Il va même devenir un singe à une fois, avec une explication un petit peu fumeuse sur la génétique. La génétique apparemment influe beaucoup sur la machine à remonter le temps, parce qu'il se retrouvera aussi durant la guerre de sécession pour une question de proximité génétique avec un ancêtre. C'est bizarre. Il change sans arrêt. En même temps, il y a couramment un épisode, innovateur, c'est-à-dire la première fois où il est un noir, la première fois où il est une femme. Et ensuite, le problème est plus ou moins considéré comme traité. Par exemple, dans l'épisode où il se retrouve au Vietnam pour essayer de sauver la vie de son frère, on voit dans le miroir qu'il remplace un soldat noir. Mais voilà, on le voit dans le miroir, et ensuite on n'y fait plus référence. Alors qu'évidemment, il y avait un épisode sur la discrimination raciale. Il y en aura d'autres aussi. Mais disons que le fait qu'il devienne noir est considéré comme assimilé. Donc que le spectateur a bien compris et n'a pas besoin d'être guidé comme il l'était pour le premier épisode. Il n'y a guère qu'un épisode où ça ne marche pas trop bien, c'est l'épisode où il est supposé être un homosexuel dans l'armée. Alors c'était à l'époque un débat assez fort, parce que il y avait des réclamations, et c'est lorsque Bill Clinton a mis en place la politique du don't ask, don't tell, c'est-à-dire que vous posez pas de questions et vous n'allez rien dire, c'est-à-dire que les homosexuels s'étaient admis dans l'armée américaine du moment qu'ils n'en parlaient pas. Et Bellisario est pas très à son aise avec cet épisode-là. Ça reste très flou. C'est un des rares épisodes sur des sujets à problème qui ne fonctionnent pas bien. D'habitude, il s'en tire beaucoup mieux, et il y a des épisodes très très forts. On continue d'explorer la série Code Quantum et de parcourir les couloirs du temps. Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. En direct sur France Culture avec Pierre Brun, Claire Cornillon et Patrick Marcel, nous parlons de Code Quantum. Et nous arrivons sur le pire des paradoxes, celui du dernier épisode. La fin, elle a fait couler beaucoup d'encre. Quelle réalité je dois accepter? Et celle-là ou alors celle-là? Chaque fois que vous vous êtes vu dans une glace, vous n'avez pas accepté les deux. C'est vous qui avez organisé mes transmutations. C'est pas tout à fait ça. Qu'est-ce que c'est alors? C'est lui qui vous a fait voyager dans le temps. Non. Non, 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 non. Non, non, vous me ferez pas avaler ça. Pourquoi avez-vous créé le projet Code Quantum, Sam? Pour voyager dans le temps. Pourquoi vouliez-vous voyager dans le temps? Parce que... Je voulais... Faire un monde meilleur? Ouais. C'est ça, je voulais faire un monde meilleur. En réparant les erreurs commises dans le passé? Oui. Mais pas qu'à un moment d'une vie. Oh, une nouvelle mère Teresa. Vous croyez vraiment que vous n'avez changé que quelques vies? Oui, c'est ce que je crois, oui. Sans vouloir flatter un peu trop votre ego, Sam, vous avez fait plus. Les vies que vous avez modifiées en ont modifié d'autres. Et ces autres vies, d'autres encore. Vous avez rendu des tas de gens heureux, Sam Beckett. Et vous pouvez faire encore plus. Je veux pas faire plus. Je veux rentrer chez moi. On parle pas de pourquoi. Claire Cornillon, une réaction justement sur ce paradoxe final et puis cette fin quand même assez abrupte.
Et alors c'est une fin compliquée, on l'a déjà dit, par rapport à la question de la production de la série, c'était pas forcément le projet de fin et donc ça a beaucoup, choqué, en tout cas une partie du public parce que cette idée que finalement ça se finissait quelque part mal, dans le sens où, Sam ne revenait pas chez lui. Alors en même temps, moi j'ai toujours été beaucoup touchée par cette fin qui me semble assez cohérente avec le reste de la série puisqu'en fait, Sam devient une sorte d'ange gardien en fait, ce qu'il est depuis le début. Et c'est vrai que ça confirme cette espèce de figure sacrificielle de Sam qui ne vit que pour les autres, en fait. Alors évidemment, il y a un côté tragique si on le perçoit comme justement abandonnant sa propre vie à ce profit. Mais en même temps, encore une fois, c'est très cohérent avec le personnage. Genre, c'est aussi ce qui fait un petit peu l'ambiguïté idéologique de la série, pour rebondir sur ce qu'on venait de dire juste avant, puisqu'il y a le côté justement ange gardien et donc ce côté empathique d'une personne qui aide les autres et en même temps du coup on a un héros blanc dont finalement tout le monde a besoin, un homme blanc et c'est aussi ce qui fait toute l'ambiguïté idéologique de la série. Mais il me semble que cette fin finalement va dans le sens de ce qui avait été posé depuis le début de la série en fait. Patrick Marcel, on arrive à la fin de cette émission. En effet, on a vu qu'il y avait cette idée de réparation qui était omniprésente. Il y a la notion de bien et mal aussi qui est là. Les Evil Leapers, les méchants qui ont la même technologie que Sam, mais qui, eux, veulent faire le mal. Comment vous interprétez également cette fin, ce paradoxe de fin? Pour moi, le projet de Donald Bellisario, c'est que c'est Dieu qui est aux commandes. Dans les premiers épisodes, d'ailleurs, la première chose qu'on apprend, c'est que lorsqu'ils essaient de reprendre le contrôle de la machine, la théorie scientifique qu'on donne, c'est Dieu qui s'est emparé de la machine. Bon, ensuite, ça va disparaître, à la demande notamment des producteurs qui préféraient quelque chose d'un peu moins orienté. Mais ceci dit, que Donald Bellisario, qui a des valeurs assez, comment expliquer ça, droitières, mais ouvertes. C'est quelque chose qu'on a un peu perdu l'habitude de voir, c'est-à-dire c'est quelqu'un de droite, mais éclairé, d'une droite tout à fait fréquentable, enfin droite américaine, bien entendu. Une fois qu'on a admis ça, on peut se dire que de toute façon, le spectateur fait sa propre histoire. Et il y a des tas d'éléments qui confirment, par exemple, que ça peut bien être Sam lui-même qui est aux commandes, de manière subconsciente ou inconsciente, que ça peut être autre chose. Enfin, c'est ce qui fait la force, de toute façon, de cette fin, c'est qu'elle n'est pas claire. Donc, elle survit parce que tout le monde cherche une théorie pour expliquer, et comme ça, il y a des tas de détails qui divergent volontairement ou pas, c'est ce qui entretient tout le caractère, ça m'embête d'employer cette expression, culte de la série. En effet, c'est une fin ouverte et puis et en même temps du même coup avec cette notion de volonté divine qui dirigerait les sauts de Sam. Ça remet patatram en cause le fait que cette série soit une série de science-fiction. Enfin, en tout cas, voilà, c'est une série qui porte des tas de choses contradictoires, contrariées. Merci. Donc, merci à vous trois. Dans quelques instants, on change complètement de sujet avec la chronique avec Science, mais je voudrais annoncer un événement dont France Culture est partenaire et qui me tient à cœur, le festival de science-fiction Les Mycéliades, qui continue de se poursuivre ce week-end dans toute la France, dans plus de 60 cinémas et médiathèques. Si vous êtes à Caen vendredi soir, rendez-vous pour une soirée spéciale France Culture. On vous poste le lien tout de suite sur notre fil Twitter pour retrouver tout le programme. Merci Pierre Brun, merci Claire Cornillon et merci Patrick Marcel. Au bravo. Il est temps de retrouver Pierre Robert qui nous parle aujourd'hui de chewing-gum préhistorique. C'est la chronique avec Science.